service après-vente de la F1. Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! It's lights out and away we go. Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel will need to cover him off. Kimi Raikkonen on the inside, and he's cracked with Verstappen. He's hit Vettel as well. Raikkonen is out before the first corner. He's gone into the Red Bull there as well. Carnage as Fernando Alonso gets involved. Raikkonen, yes, Vettel going backwards. He is off and looks to be out of it too. Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du SAV de la F1. Ce soir, ce qui nous attend, c'est le warm-up du Grand Prix d'Italie 2018. Et pour revenir sur ce début de week-end lombard, c'est Gus Gus qui vous présente cette émission depuis Valence. Hein, tu vois, c'est sympa, si on donnait nos localisations ce soir. Et je suis accompagné, à commencer, du plus corporate d'entre nous, hein, jusqu'au bout de la coque de téléphone, hein, pour ceux qui l'ont vu sur Twitter, c'est Buchor. Bonsoir Buchor. Bonsoir. Pour information, j'enregistre depuis mon PC. Ah. Toulouse. Hein, Ah, Toulouse. Oh, Toulouse. Mais bon, ne perdons pas de temps en chanson. Nous avons aussi également, alors je sais pas si nous avons avec nous le journaliste, le tweetos ou le vice-champion de Charente-Maritime 2014 de tennis unijambiste, hein, il y a les photos qui sont sur Facebook. J'ai nommé Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir, tu peux simplement dire que je suis hater d'Alonso. Oui, c'est vrai. Nous avons ce soir le hater de Fernando Alonso. Je pense que nous nous en rendrons compte encore une fois pendant l'émission. Et c'est dommage parce qu'on devait avoir des problèmes de son, on l'entend plus, c'est terrible, c'est le cœur fendu que Shinji n'est pas avec nous. Non, si je suis là, oui, hein, je vais pouvoir arrêter de mettre des cierges à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. C'est bon. Okay. Incroyable, quelle classe Shinji, bonsoir. Tu nous donnes en passant le nom de la ville, c'est incroyable. Ça, c'est le professionnalisme. C'est ça le professionnalisme. Impressionnant. Ça va, messieurs ? Ça va. Ah bah, super journée. Ça va. On sent qu'il y a deux camps. Il y a trois camps, en fait. En même temps, vous êtes trois face à moi. Donc, c'est un peu logique, mais bon. Bon, on embraye. Ouais, ce que j'ai dit, tu perds du temps. Oui, je perds du temps. Embrayons sur la course. Alors bon, je veux pas vous refaire le topo. Il y a la preview sur le site. Je vous invite à aller la lire. Il y a des questions. C'est drôle, c'est rigolo. Allez-y. Des choses à dire sur les essais libres. Alors, j'ai un peu un détail sous les yeux. Est-ce que vous voulez aborder des points plus particulièrement chronologiquement? On peut parler d'un roulé-boulé. Oui, mais tout à fait. Bon, un gros roulé-boulé. Ouais, bah, le fait, c'est quand même le gros crash d'Ericsson en libre 2. Tout à fait. Ericsson qui, en arrivant au premier virage, au tout début d'essai libre 2, hein, c'est son premier tour lancé. Le DRS s'est refermé très tardivement. Il s'est pas refermé. Alors si, il s'est refermé. Si tu regardes les images, il se referme. Ouais. Mais les gens, déjà en travers. L'équerre, quoi. Ouais. Too late. Et apparemment, Leclerc, qui était juste devant lui, a eu le même souci, sauf que Leclerc, de ce que disaient les commentateurs de Canal+, lui, utilise son bouton pour refermer le DRS avant le frein, alors que Ericsson, lui, se base sur le mécanisme qui fait que quand tu freines, le DRS retombe. Ouais, j'imagine que Leclerc, il doit le faire une demi-seconde avant pour que l'air soit vraiment sur l'aileron au moment où il appuie sur le frein. On peut comprendre. Chacun ses préférences, mais... Un crash, fort heureusement, sans séquelles. Enfin, quand même, il doit avoir un bon mal de dos, quand même. Au cou, je crois qu'il disait qu'il avait un peu mal au cou. Bon, après, ça, c'est normal. Et pas non plus de soucis de la part des commissaires, parce que quand on voit le choc, la voiture passe devant des commissaires, fort heureusement il n'y a rien eu, là non plus, on s'en sort très très bien. Alors, Ericsson qui n'a pas été le seul à avoir des problèmes de DRS, puisqu'en essai libre 3, Hülkenberg, alors lui sans grosses conséquences, puisqu'il a réussi à rallier les stands,
lui, le DRS qui s'est complètement coincé, donc qui est allé au-delà, en fait, je pense, de la position limite, donc il n'arrivait pas à revenir. C'est fou, c'est de soucis. Ouais, mais c'est ça. Mais le truc en plus avec Sauber, c'est que c'est vraiment vicieux parce que le DRS fonctionnait en plus. C'est juste que il s'ouvrait il y a l'ouverture normale, puis après progressivement de la ligne droite, il s'ouvrait encore plus et il mettait beaucoup de temps effectivement à revenir. On le voit effectivement sur Leclerc qui est quelques secondes avant le carton d'Ericsson. C'est pas, enfin, on peut pas dire que ce soit vraiment une défaillance du système. Il se refermait, mais c'est vrai qu'il y avait un petit temps de latence qui est pas très appréciable à ce moment-là. Mais apparemment, ça venait d'une évolution d'une pièce qu'ils avaient installée. Ils en étaient contents, visiblement. Mais voilà, du coup, ils ont dû repasser à la version antérieure. Très bon choix. Je pense qu'on peut mettre aussi ça sur le caractère spécifique de Monza, qui fait qu'on a les ailerons les plus petits, enfin dans des ailerons quasiment unitaires qui servent qu'une fois par an, donc des systèmes de DRS qui, pareil, sont un peu différents d'habitude et du coup on essaye de prendre aussi des risques parce que mine de rien le DRS, ça c'est quand même un système intéressant pour gagner du temps, donc. Et là, visiblement, chez Renault et chez Sauber, on a pris un peu trop. Et puis bon, là, en bout de ligne droite à Monza à 330, ça pardonne pas, quoi. Et de toute façon, ça aurait été le DRS ou un autre truc qui lâche, à Monza à 330 en bout de ligne droite, ça fait un carton. Autre chose à dire, messieurs, sur ces essais libres ? Non, à part que juste les essais libres 1, malgré la pluie et les coups pistes humides, les pilotes ont quand même pas mal tourné. Ce qui est bien pour les spectateurs. Oui. Allez, je glisse au passage que lors de ces essais libres 1, c'est Lando Norris qui était un 3e pilote pour McLaren. Mais c'est dans la preview, donc je vous laisse aller la voir. Voilà. Bon, après ils ont peut-être roulé parce qu'ils pensaient qu'il y aurait de la pluie au moment des qualifs, donc... Oui. Mais finalement, la pluie a évité, et a priori, demain, ce sera sec. Ouais. Oui, les plus gros risques de pluie étaient pour vendredi et samedi. Ouais. Faut dire qu'apparemment, juste avant la qualif, les mecs sur Canal+ disaient que la météo annonçait 80% de risque de pluie, donc on s'attendait à ce qu'il pleuve, et finalement, on a été dans les 20%. Ouais, mais leur 80%, je pense que c'est en regardant les nuages plus que des prévisions de météo. Non, parce que je pense qu'ils prennent les infos auprès de la météo officielle de la F1, quoi. Bah, tu me diras, Canal, ils ont un hélico, donc ils doivent bien avoir une station météo. Ouais. Avec Jérôme Ramos. Alors, Jérôme Ramos, évidemment. Qui fait la station météo. Il tend le doigt dehors. Allez, passons à ces qualifications. Je sais pas vous, mais ça a été une très belle séance de qualif. Oui. Bon, on note rarement les séances de qualif, mais on vient de passer là sur 2 séances de qualif d'affilée de fort bonne facture. Ouais, vraiment, ouais. Avec donc la Q1 qui a vu l'élimination en 20e position de Stoffel Van Dorn. Il a été précédé par Ericsson, Hartley, Leclerc et Sergio Pérez. Meilleur temps de Sébastien Vettel en 1:20.542. Et ça a été surtout très serré pour le cut-off, comme on dit en anglais, puisque en 15e position, c'était Romain Grosjean en 1:21.887. Pérez a suivi en 888 et Leclerc était en 889. Enfin, 2 millièmes. Ouais, Pérez est rentré, ils ont voulu économiser un train, j'ai l'impression. C'est ça ? Ouais, mais c'est bizarre, parce que mine de rien, quel intérêt d'économiser un train quand tu sais pertinemment que tu vas faire un arrêt ? Ouais. Non, mais c'est surtout qu'en plus, il était pas au même niveau que de temps de son coéquipier, qui effectivement, Ocon, lui, était à l'abri. Pérez, tu voyais qu'il était à une demi-seconde, je crois, d'Ocon, tout ça. On voyait, ça 3 dixièmes. 3 dixièmes? Ouais, mais du coup, dans la hiérarchie, c'était très serré très après, bas, faut dire. Mais tu te dis, ouais, il était beaucoup plus en danger, alors qu'Ocon, ils prennent, le pari était moins risqué. Pérez, on l'a vu, mais moi, je me suis dit, même les commentateurs de Canal se disent, c'est risqué comme pari, et ça, c'est sûr que ça se joue à 1 millième, mais c'est 1 millième. En F1, on mesure au millième. C'était très serré parce que de Ocon, qui je crois fait 7ème, j'ai pas le classement de la Q1 spécifiquement,
Il est en 1,21 570. Ouais, c'est ça. Van Dorn est dernier en 22,0 quoi. Donc il y a une demi-seconde. Alors, par contre, je le lui souhaitais pas parce que voilà, mais ça a été intéressant dans les interviews après qualif parce que du coup, on a vu un Leclerc en interview qui était pas content. On l'a vu, il pensait pouvoir mieux faire, il s'attendait à mieux faire, il pensait pas se faire sortir dès la cure. Donc c'était intéressant de voir sa réaction, comment il réagissait au micro, et j'ai trouvé très très bien. Et t'es surtout pas content de pas savoir pourquoi ça n'était pas passé. Après, 2 millièmes, c'est vraiment que dalle. Hein. Donc, Bon, moi, ce qu'il dit... mais c'est vrai que c'est étonnant pour le coup, que les deux Sobercal... Enfin, franchement, pour le coup... Après, ce qui est marrant, c'est que quand c'est Canal qui l'a été interrogé, donc il lui demande mais ils sont où les du millième, il dit je sais pas machin, et puis il parle, et puis tu vois il dit bon mais là je me suis raté un peu là, ben voilà tu les as là tes 2 millièmes. Donc bon, mais voilà tu sens qu'il était pas content mais de la situation en général, et ce qui est bien c'est qu'il a jamais à aucun moment il a dit non mais c'est les réglages, c'est le châssis, c'est le truc, c'est le moteur machin, c'est c'est pas bien quoi. C'est sans mettre de blâme. Alors on passe à la Q2 auquel Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg n'ont pas participé, donc ils sont 14e et 15e de ces qualifications. Les autres éliminés sont Fernando Alonso, Sergei Sébastien et Kevin Magnussen. Et là je sens que Fab a des choses à nous dire parce qu'il est venu que pour ça. c'est la partie de Fab. Donc non, mais enfin, je veux pas accaparer le débat, c'est pas la question, mais il s'est passé un petit truc quand même intéressant entre Magnussen et Alonso dans la toute dernière tentative, c'est-à-dire que voilà, il restait plus rien pour eux et bon bah ils ont eu un petit peu disons maille à partir. Ils ont croisé le fer. Et ils ont croisé le fer, oui, ils ont croisé les trajectoires. Enfin, c'était très intéressant à suivre. C'est beau, c'est dommage, c'est pas été pour une position. Oui, c'est ça, oui. Oui. Ouais, parce que visiblement, ils étaient quand même deux à faire la course, pour reprendre des déclarations qu'on a pu voir passer. Non, mais enfin, pour faire un petit résumé très rapidement, Alonso fait chauffer ses pneus dans la ligne droite de retour. Il le fait à la manière un peu classique, il zigzag, il fait chauffer les pneus avant. Bon, voilà. De l'autre côté, enfin derrière lui, il y a Magnussen qui lui, visiblement, n'est pas sur un tour où il fait chauffer ses pneus de cette manière-là. Lui, il va tout droit. Il ne fait pas il a une autre préparation. C'est deux préparations différentes. Du coup, il se retrouve en fait, Magnussen a doublé Alonso au milieu de cette ligne droite. Et ensuite, du coup, les deux hommes qui ne sont pas à la même vitesse, mais qui ont quand même un écart certain entre eux, se retrouvent à aborder la parabolique différemment. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on s'empile, il y a une sorte d'accordéon, tout ça, mais sans que vraiment tu puisses signifier, enfin, tu puisses constater que quelqu'un fait une erreur, quoi. Tout je sais pas, moi c'est... Tout s'enfile et on s'empile. Tout à fait. Oui. Et du coup, là, ce qui se produit dans la ligne droite de départ-arrivée, c'est que on a Magnussen qui est devant et derrière on a Alonso qui prend son aspiration très très près et qui tente même une manœuvre de dépassement. Une manœuvre de dépassement que Magnussen, bien sûr, essaie de contrer en se mettant vers l'intérieur puisque c'est son tour de chronométrage. Donc de toute façon, il va falloir qu'il passe la chicane avant s'il veut espérer quelque chose. Et de l'autre côté, on a Alonso qui lui fait l'extérieur dans le premier virage, qui passe par-dessus les boudins, qui va se mettre devant lui. Et oblige Magnussen à mettre une roue dehors. Non mais c'est beau, on dirait du Prost Senna mais pour du beurre. Voilà, alors ils ont cru qu'on était déjà dimanche. Et donc là, on a la réaction radio d'Alonso qui Magnussen croit qu'il est dans la course, machin. Bon. Voilà, donc bon. Et après, il y a toute une série de déclarations et on en finit à la déclaration de Magnussen qui dit Alonso se prend pour un dieu et en gros il dit il n'était pas question que je le laisse passer. Mais enfin, je veux dire. Et vivement qu'il prenne sa retraite. Il a dit aussi. Et vivement qu'il prenne sa retraite. Oui. Je veux dire, mais Magnussen a 100 fois raison. Il a 100 fois raison. Comment ? Mais enfin, ce que je comprends pas, vous reverrez les images si vous pouvez les revoir et ça circule déjà sur Internet. Il y a un écart je dirais.
je dirais, à vue de nez, 70-80 mètres entre les deux, au plus fort. C'est-à-dire juste avant d'aborder la parabolique. On demandera à Daniel Elena qui a le compas dans l'œil. Pourquoi à ce moment-là précis, Alonso ne fait pas ce que tout pilote qui veut faire un tour propre fait, c'est-à-dire juste un tout petit peu attendre, quelques secondes, rien du tout, pour se laisser la marge et en plus profiter d'une bonne aspiration. Et c'est vrai, il a dit lui-même, all the time you have to leave a space. Eh oui, non mais c'est ça, Alonso ça ne le fait pas et se retrouve à la fin à se dire que Magnussen a fait la course, alors quand même c'est lui qui tout le long de la ligne droite prend son aspiration, tente de le dépasser, le dépasse à la chicane et chie en fait les deux tours des deux hommes. Ça n'a aucun sens, je sais pas, enfin, et vous voyez, enfin quand Magnussen dit qu'Alonso se prend pour un dieu machin et qu'il allait pas le laisser passer, mais on en revient à un truc qu'on disait il y a pas si longtemps dans le SAV dans une émission d'actu. Quand la F1 a essayé de rattraper Alonso par le col en lui disant Fernando, reste avec nous, putain, ne pars pas, ne prends pas ta retraite. Voyez voyez au bout du compte ce que c'est qu'Alonso ne respecte plus rien. Pourquoi il fait ça? Son tour à lui, de toute façon, il est gâché, puisqu'il était trop lent dans le tour de préparation. Il a choisi de gâcher son tour, et en choisissant de gâcher son tour, il a aussi choisi de gâcher celui de Magnussen. Ça n'a aucun sens, c'est juste un pilote aigri, qui fait des manœuvres aigries, et qui avait juste envie de se payer Magnussen, parce qu'il sait très bien que Magnussen, de toute façon, personne va le défendre, parce que tout le monde considère que c'est une tête à claque. C'est vrai que c'est une tête à claque, on est tout à fait d'accord. Mais ce qui s'est passé sur cette fin de séance, c'est très révélateur de l'état d'esprit d'Alonso et de la manière dont il aborde les relations avec les autres pilotes. Alors surtout que je vais amener ma pierre à l'édifice en rajoutant un argument en faveur de Magnussen. Magnussen dit effectivement que Alonso chauffait ses pneus, il allait très lentement. Et Magnussen lui disait, moi j'arrivais assez vite. Et effectivement j'ai vu la vidéo que tu as retweetée où on voit les caméras embarquées. Au moment où Magnussen double Alonso, il y a vraiment une différence de vitesse assez élevée qui, Alonso continuait 1 ou 2 secondes à ce rythme-là, ça laissait suffisamment ça laissait suffisamment de distance entre les deux, comme tu disais. Sauf que non, Alonso s'est fait doubler, il a été piqué au vif, il a tout de suite accéléré. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, ou alors il a senti venir Alonso c'est que au bout de la ligne droite des stands, on voit pas Magnussen prendre se serrer à gauche avant le freinage pour être bien. Je pense que s'il avait fait ça, Alonso aurait pas tenté l'intérieur. Il aurait quand même pas tenté. Alonso il a tenté en disant c'est l'extérieur, si je rate mon freinage, c'est pas grave, je le rentre pas dedans. Tandis que là, j'ai pas compris, en fait, pourquoi Magnussen reste au milieu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a vu Alonso dans son rétro juste derrière lui, il s'est dit, le con, il va me doubler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je crois que c'est ça. Alors, si c'est ça, Magnussen, il a un instinct de fou, hein, parce que moi, je pensais qu'en qualif, il regarderait pas ses rétros et ou alors qu'il est passé dans les stades, il y a son ingénieur qui a dit ouf, fais gaffe, t'as Alonso juste au cul. Mais voilà. Mais là, je blâme complètement Alonso. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, Magnussen. Ben, ça se fait souvent en piste. Les mecs pour les qualifs, on l'a vu. Regarde, à un moment donné, t'as les Mercedes qui sont partis. Il y avait une Renault entre les deux. Tout ça. Après, quand ils ont entamé leur tour chrono, il y avait plus de la Renault entre les deux. Donc, ils laissent passer. Il double, il s'arrange un peu. Là, Alonso, il a fait de la merde. Surtout qu'en plus, dans les déclarations après, il te dit, moi, de toute façon, j'avais rien à perdre. C'est lui qui a tout perdu dans l'histoire. J'ai dit, moi, j'étais content, je m'attendais pas à passer en Q3. Je suis pas tout à fait d'accord, moi. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même un sens à ce qu'a fait Alonso. Il a la meilleure vitesse de pointe des qualifications, 346,4. Et la meilleure vitesse de passage sur la ligne de départ à 322. C'est quand même beau, non? C'est beau, ouais. Un Alonso avec un petit 1 à côté, ça vous donne pas un peu de nostalgie? Non. Ah ben le 1, tu peux dire que sur le plateau, il est en tête de la liste des cons, oui. Vous avez... On peut lui mettre un 1 du coup aussi à côté. Oh là là, ça y est. Ah là là, ça y est, je quitte cette émission de haters. Une Q2, je vais essayer de raccrocher le wagon.
dont le meilleur temps a été, une fois que j'aurai retrouvé mon classement... C'est Vettel. C'est Vettel qui a fait le meilleur temps en 1:19.629. Merci Shinji, tu n'hésites pas... Et juste quand même pour la Q2, puisqu'on parlait de Dieu, il y a quand même eu un miracle. C'est Sergei Sirotkin en Q2. Oui. Au volant d'une Williams. C'est bien de se réveiller le 1er septembre. Alors déjà, oui, Sergei Sirotkin 12e, et Lance Stroll 10e, et Pierre Gasly 9e. Enfin, qui s'attendait à avoir une Williams en Q3 et la Toro Rosso Honda en Q3 ? C'est sûr. On va passer à la Q3. Oui. Quand même, je pense, une très belle Q3 là encore. Bon, Stroll, Gasly, évidemment, font 10 et 9. Esteban Ocon fait 8. Juste derrière, Carlos Sainz et Romain Grosjean. C'était très serré. Il y a un dixième et demi entre Grosjean et Ocon. Après, plutôt isolé, on a Verstappen. Remarque, il est que 3 dixièmes devant Grosjean en 1:26. Et puis là, le trou, Valtteri Bottas 1:19.656. Et puis c'est pas Valtteri Bottas, le trou. Oui, pardon. Oui. Le trou, c'est ce qu'il y a entre attention. Valtteri Bottas et Max Verstappen. Non, mais c'était ambigu, je comprends. Oui, non, mais on n'est pas Et des donc- haters de Bottas. Et donc, le trio, Raikkonen, Vettel, Hamilton, dans l'ordre final. Commentez, messieurs. Ça a été une question d'aspiration. Beaucoup. Oui. Moi, déjà, sur le début de la Q3, quand même, sur le coup, je suis surpris que Vettel sorte avant Raikkonen. Parce que, justement, les questions d'aspiration, parce que le championnat et tout ça. Et je vais vous dire, pour le coup, lorsqu'il y a la première tentative, je me dis, bon, ils font la première tentative dans cet ordre-là, mais pour la deuxième tentative, c'est certain, ils vont mettre Kimi devant, comme ça il va bien aspirer Vettel et tout. Et non. Vettel est resté devant Raikkonen et c'est Vettel qui a fait l'aspiration à Raikkonen. Les règles Donc ça, sont les pour moi- règles, monsieur Shinji. Et c'est bien. Oui, Je vais oui, pas c'est m'en bien. plaindre. Moi, j'ai une pensée pour ces trois pilotes. Du coup, j'ai une pensée pour notre ami Scani, puisque les trois ont battu le record de piste de Montoya. Ah, c'est maintenant. Eh oui. Bye bye, Hommage. Juan Pablo. À Juan Pablo Montoya, dont le Indy 9 525 déjà avait été fait pour du beurre, parce que c'était en pré-qualif. Hein, il avait fait que première ligne en qualif. À ce moment-là, les qualifs se faisaient. Déjà, c'était des qualifs sur un tour, et puis il fallait mettre l'essence du premier relais, ce qui faisait que les temps étaient évidemment plus élevés qu'en pré-qualif. Et plus grosse vitesse moyenne pour un tour. Ouais. 263 588. Ah, oui. Donc, ça bat le record de Montoya en 2002, qui lui-même battait le record de Keke Rosberg en 85 à Silverstone. Donc en plus de 30 ans, 2 fois. Ouais. Alors Montoya, c'était en 2004, je crois. Ouais. 2004 ou 2002 ? Alors, Non, 2004, mais c'est vrai qu'il y a l'histoire des pré-qualifs, c'est pour ça que ça apparaît pas forcément. si tu parles que des pôles, effectivement, sur StatF1, alors sur StatF1, t'as un classement avec tous les tours. Donc t'as évidemment Raikkonen, Vettel, et Hamilton, Bottas qui fait le 4e meilleur tour, 2 qualifs encore une fois. Et derrière c'est Barrichello, qui avait fait la pole en, alors j'ai pas le chrono, mais avec 260,395 km/h de moyenne. Mais après, sincèrement, enfin, rien que pour parler des tours, c'est quand même 3 très beaux tours. Moi, j'étais étonné sur le premier run qu'Hamilton parvienne à se mettre devant. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a une petite erreur tactique de Mercedes sur le deuxième, c'est-à-dire que je pense qu'il aurait fallu faire repartir Hamilton derrière les Ferrari. Grosse surprise d'ailleurs, sur le coup, faut le dire. Quand il fait son temps, Ouais. tout abasourdi, parce qu'on se dit, non, mais là, tout le week-end, normalement c'est les Ferrari qui sont devant, et là Mercedes ils sont en train de nous refaire un coup et tout.
Alors après, l'écart est relativement conséquent pour un circuit court. Mais encore une fois, c'est pas forcément. Bon, ça reste quand même 175 millièmes sur le temps de la pole pour Hamilton, mais quand même, je trouve que c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu en Belgique, même si bon, alors après en course, on peut discuter sur ce qui s'est passé, mais c'est quand même un peu plus ténu qu'on pourrait penser quoi. C'est pas vraiment si net que ça. Alors après demain ça peut se passer de manière très simple, c'est-à-dire que Mercedes va sans doute pas, s'ils n'arrivent pas à en passer une des deux, s'évertuer à tuer le moteur pour maintenir un écart qui de toute façon ne sera pas rattrapable. Donc il risque d'y avoir un gros écart demain entre les deux. Comme on l'a vu en Belgique d'ailleurs, mais malgré tout, voilà, c'est quand même assez. Moi, je trouve quand même que c'est un peu la surprise du retour, c'est que on sent quand même que Mercedes a pas tout à fait décroché sur l'aspect moteur. Avant la trêve, c'était quand même un peu plus compliqué, je trouve. Après, ils ont eu une mise à jour au niveau De la moteur révolution. aussi, à ce moment. Ouais. Mais c'est bien parce qu'on en est quand même une période de la F1 où il y a une vraie bataille Ferrari-Mercedes où on ne sait pas qui est le meilleur quand on arrive sur un circuit. Au moment des qualifs, on aurait dit Ferrari sûr, et puis tu vois, le Mercedes nous a mis un gros doute pendant les qualifs. Ça, c'est super. C'est pour ça qu'on a des qualifications passionnantes depuis le retour. Moi, j'adore. Autre chose à dire sur cette Q3 ? Bah non, à part qu'une belle première ligne en rouge à Monza, c'est toujours sympa pour les tifosi qui viennent assister. On en parlera après. Ils auraient pas. Ah bah oui. Alors à votre avis, super, de quoi parle deuxième. Apparemment, je sais pas. Oui. Ça c'est quand même le moment. Ouais, c'est génial. C'est deuxième. T'es deuxième. Ah. On en parlera après. On en parlera. De quoi ils vont parler? Ouais, je pense que pour moi, ça peut pas être l'ordre de sortie, parce que ça, je pense qu'il n'est pas surpris. Il le sait, Kimi, il est derrière lui. Surtout que c'est un truc qui tire à l'avance depuis un moment, quoi. C'est tiré début de saison, et ils alternent d'une course sur l'autre. Donc oui, il le savait. Ah, mais ça serait de quoi d'autre? Je sais pas. Parce qu'ils sortent derrière les Mercedes, donc en plus il y a quand même ça de ce côté-là. Je sais pas. Un réglage peut-être. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas. Multi 57 qui met. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que cet ordre-là, vraiment, sera intéressant à voir sur le début de course demain, quoi. Parce qu'en plus Vettel se retrouve côté sale. Alors bon, côté sale, côté propre, des fois ça joue pas beaucoup. Mais disons que s'il part un peu mal, il y a quand même un long moment avant qu'on arrive au premier virage. On a vu que les départs des Mercedes s'étaient quand même un peu améliorés, enfin sensiblement améliorés d'ailleurs depuis quelques courses. Ça peut avoir des implications, sans parler que Hamilton passe devant Vettel, mais ça peut avoir des implications sur la manière dont les choses vont se passer. La première chicane à Monza, bon, si t'es un peu sur la défensive, ça peut être problématique, quoi. Et puis il faut pas être trop sur la défensive, parce que quand t'es en première ligne, t'en as 18 derrière. Ouais. Après, je pense que le moment clé sera plus, comme souvent entre les deux pilotes Ferrari, s'ils se retrouvent les deux après le premier virage. De toute façon, le départ, évidemment, est toujours un moment clé. C'est l'arrêt au stand. Est-ce que Vettel refait une nouvelle fois le coup à Raikkonen comme à Monaco l'année dernière, ou comme cette année, je sais plus trop où il reste en piste plus longtemps et il en profite pour faire l'overcut à Raikkonen. Je pense que c'est plus là que ça peut à la régulière, c'est plus là où ça se jouera en tout cas. Si oui, c'est je pense donné que par l'équipe. Parce qu'on est en Italie, parce que voilà, il y a le championnat qui joue et qui a 17 points de retard pour Vettel. Autre chose ou on embraye? Embraye. J'embraye. C'était la 18e pole position de Kimi Raikkonen, la première depuis Monaco 2017. Ouais, 1 an et demi, quoi. Ouais. C'est la 219e pole position de Ferrari en tant que constructeur, la 220e en tant que motoriste, toujours cette pole de client de Vettel
en 2008 avec la Toro Oh, Rosso. l'insulte. Et on est dans les temps, c'est incroyable. Il me reste 1 minute pour vous dire que le SAV de la F1, c'est sûr. SAF1.fr. Voilà, vous retrouvez tous les comptes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur iTunes, etc., etc. Sur le site, hein, vous avez le détail. On vous le répète depuis plus de 300 émissions, je crois. Donc, on va pas le refaire une dernière fois. Bon, on n'a pas le temps pour évoquer le calendrier, qui de toute façon est le même. C'est un brouillon, cette c'est un année, brouillon. le même en plus étalé. Oui, bon, ça pas beaucoup Voilà. de changements, donc aucun intérêt. L'appel d'offres Fiat, oui, on s'en fout. oui. Ouais, je pense qu'on s'en fout. Michelin vient pas et on s'en doutait. Voilà. Pirelli aura Si, y a le truc, on s'en doute. Hankook, oui. Hankook apparemment serait sur les rangs, mais bon, Ouais, c'est oui. pas grave. Allez, on vous donne rendez-vous lundi pour le SAV de la course. À la prochaine. Salut, Ciao. ciao. Salut.